Ça dit que c'est un marché des dupes. Et nous sommes en train de nous plonger dans ce marché des dupes. C'est pourquoi j'ai demandé au chef, Zela Mokuse Yangoyo, ouvrez un corridor sécurisé. Et avançons. Si nous n'avançons pas dans ce sens-là, nous sommes en train d'aller dans ce qu'on appelle une zone tampon. Elle a existé avec la MONUC, Mission des Nations Unies au Congo. Quand ils ont constaté que vers les 2011, nous allons nous mettre d'accord, ils ont créé la Mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo. Les Congolais sont déjà dans un cycle électoral. Ils veulent faire le deuxième cycle électoral. Vous allez maintenant arrêter la mission des Nations Unies au Congo pour créer une autre mission pour la stabilisation. C'est-à-dire que vous savez déjà que le Congo sera dans l'instabilité. Vous comprenez? Conséquence? Conséquence, c'est que nous offrons aux Américains un plateau d'instabilité qui s'alimente maintenant. Et dont ils vont tirer profit. Ils vont tirer profit. Si l'ONU, qui est par la MONUSCO en Ituri et à Beni, ne serait pas mise à profit pour créer la zone tampon, c'est-à-dire demander à l'AFC de ne pas prendre Ituri, de se limiter là-bas, ça dit que la zone tampon partirait de Ituri jusque vers le Maniema. Le Rwanda a ses intérêts qui sont expansionnistes, mais en se servant des prétextes. Alors, mais pourquoi ça traîne? Ça traîne pourquoi? Parce que l'alliance qu'il y a entre l'AFC et l'M23, ainsi que le Rwanda, est tellement forte. Le Rwanda, c'est lui qui détient la puissance militaire. Et il soumet l'AFC et l'M23 à son dictat, en quelque sorte. Et il fait de l'AFC et l'M23 comme un proxy. Et quand l'AFC et l'M23 devient un proxy, au niveau des discussions de Doha, ça ne peut que traîner. Ça ne peut que traîner. Pourquoi? Parce que vous avez des revendications. Au lieu que les revendications de l'AFC et du M23 soient nationalistes, elles deviennent collaborationnistes. Le hall bondé du centre à l'ONU Bruxelles de Kinshasa transformait le temps d'une journée en vitrine de l'ingéniosité congolaise. Parmi les officiels présents, une figure peu habituée à ce genre de rendez-vous. Maître Joseph Kazibaziba Maombi, vice-président national de la FEC, en charge de l'entrepreneuriat, de la sous-traitance et des mines artisanales, mais aussi directeur général des DRC Gold Trading et patron de plusieurs entreprises actives dans le secteur minier, dans l'immobilier et dans la sous-traitance. Loin des discours convenus, Joseph Kazibaziba adopte une démarche directe. Il visite les stands, interroge les porteurs de projets et pose des questions concrètes. Regard perçant, il ne flatte pas mais il évalue. Le forum FUGEC 2025, organisé par le mouvement de jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique, a né à sa 4e édition. Sur 20 projets innovants soumis au jury, seuls 4 ont été retenus. Des idées prometteuses mais sans soutien financier, jusqu'à l'intervention surprise de maître Joseph Kazibaziba. Le vice-président du patronat congolais annonce alors son intention de financer certains de ces projets, mais ils doivent répondre à un certain critérium. Étant moi-même jeune entrepreneur, je comprends le défi, les incertitudes, mais aussi les opportunités qui sont les vôtres. Je suis aussi passé par là. C'est pourquoi, à ma qualité de vice-président national de la Fédération des entreprises du Congo, chargé de l'entrepreneuriat, de la sous-traitance et des mines artisanales, et en même temps le directeur général de DRC Gold Trading, ex-Primera Gold, l'entreprise du portefeuille de l'État, et président de JK Group, un groupe qui est dans le secteur des mines, et dans la sous-traitance encore une fois et l'immobilier, je tiens à affirmer le soutien total du patronat à cette noble initiative pour laquelle je rends hommage à ses organisateurs. Pour ma part, je vais vous assurer de ma volonté et de ma disponibilité personnelle, ainsi que celle de la FEC, à accompagner les projets qui démontrent une rentabilité claire avec des objectifs précis et une projection réaliste
des retours sur investissement. Autrement dit, il s'agit d'un investissement et pas d'un don. Homme d'affaires aguerri, Kazibaziba parle peu, mais agit avec efficacité. Le lendemain, c'est dans son bureau privé de la Gombe que tout se joue. Les 4 lauréats sont reçus, d'abord ensemble, puis individuellement. L'ambiance est studieuse. Chaque projet est passé au crible. Business model, projection, rentabilité, risque. Face aux jeunes, Maître Kazibaziba agit en investisseur, mais aussi en mentor. La première chose quand vous cherchez le financement, non, ça ne fonctionne pas comme ça dans le business. À ses côtés, son équipe prend note, questionne, challenge. Zéro complaisance, l'objectif est clair, accompagner l'émergence des jeunes entreprises viables et compétitives. Pour les lauréats, cette rencontre est bien plus qu'un appui financier. C'est une immersion dans le monde réel du business, là où seules les idées solides survivent. Première phase bouclée, les lauréats sont désormais à la disposition de ces experts financiers pour des dispositions pratiques. L'un des plus jeunes membres du présidium de la FEC, Maître Kazibaziba, démontre que s'il dirige dans l'or avec DRC Gold Trading, il croit surtout à l'or de demain, la jeunesse congolaise. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. La République démocratique du Congo à la croisée des chemins, qu'est-ce qu'il nous faut faire ou qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce sera la principale question de l'émission à laquelle
vont répondre nos intervenants qui ont bien jugé défendable et répondre à l'invitation de ce jour pour décortiquer en profondeur l'actualité République du Congo qui reste d'ailleurs dominée par la qualification de Léopard au barrage intercontinentaux en mars prochain et la République du Congo connaîtra ses prochains adversaires le 20 novembre à l'issue du tirage au sort qui sera organisé. Mais bien avant, la République du Congo a fait les plus durs, c'est-à-dire s'est débarrassé de deux géants africains à l'instar du Cameroun et du Nigeria qui l'a battu après la prolongation et la séance fatidique de Turobi, 4 tirs contre 3, ce qui a scellé la qualification de Léopard à ce prochain tour de barrage intercontinentaux. Mais bien avant, la RDC a malmené et maîtrisé de la plus belle des manières les lions indomptables qui ont été pour une première fois domptés et qui manquaient de lucidité et d'efficacité, mais aussi on reviendra sur la réception en pompe au stade de Martigues des Léopards par le président de la République, le Léopard qui était à l'honneur. Qu'est-ce que cela signifie? Ça a fait jaser dans la classe politique et même dans l'agora sociétale. On y reviendra avec le dessous des cartes, ce que vous n'avez pas vu ou ce que le média n'ose pas dire, mais aussi l'actualité. C'est le processus de Doha. Est-ce enfin, sommes-nous sur la bonne voie après l'accord cadre qui a été signé par tout le parti qui s'engage et qui conviennent à la mise en œuvre de 8 protocoles tels que conclus à Washington en présence du médiateur qatari et aussi de l'envoyé spécial pour le compte de l'Afrique de M. Donald Trump. Je parle bien de Massad Boulos. Vous faites bien de nous choisir, vous êtes sur Polycom, la force du détail. Pour en parler, on a l'immense plaisir de retrouver sur ce plateau celui que vous aimez tant, un visage qui n'est plus à présenter sur Politico et même partout ailleurs. Il fait partie de la crème des crèmes intellectuelles de la sphère médiatique, voulais-je dire. Je parle de Ambroise Mamba. Comment allez-vous? Journaliste, éditorialiste et chercheur en sciences politiques. Vous inspirez plus d'un. Bonjour Gédéon. Bonjour également à ce grand public des Politicons. Bonjour à Thierry. Je suis très content de le retrouver encore ici. C'est une tête. D'ailleurs, j'aurais voulu que ces éloges lui soient attribués. Merci beaucoup. Ces éloges lui soient attribués. C'est une tête. Je suis très content de partager les plateaux avec lui. Et je pense qu'on va aider notre public à comprendre certains événements, comment ils se déroulent au pays, pour savoir comment orienter les décisions politiques de notre pays en vue de la puissance dont nous avons besoin pour le pays. Comment faites-vous, Ambroise Mamba? C'est une question qu'Alain Donot m'a demandé de vous la poser. Oui. Comment faites-vous pour rester intransigeant dans un tel environnement? Je crois que vous avez compris de quoi je parle. Je comprends. Pertinent, percutant. Parfois, vous n'êtes pas tenté à aller dans un sens ou comme dans un autre. Parfois, vous corrompre. Parce qu'il faudra rappeler aussi, la tentation est grande. La tentation est tellement grande, l'argent est tellement tentant. Quand on vous brandit l'argent, c'est très facile de pouvoir succomber et puis de prendre. Le problème, c'est que j'aime ce qui est beau, ce qui est bien fait, ce qui est organisé. J'aime l'intelligence, l'organisation, la planification, pour qu'il y ait des résultats. J'aime des choses comme ça. Alors, quand je vis dans un monde où il n'y a pas ça, ça me chatouille, ça me rend malade, ça me fait très mal. C'est comme ça que pour donner ma contribution, j'arrive à faire des tribunes, des réflexions, je passe à la télévision, je parle, je donne mes idées, pourvu qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute, que nous puissions ensemble regarder dans la même direction. Intransigeant, peut-être parce que je ne vais pas à la compromission. La compromission n'est pas bonne. La compromission n'est pas bonne. Vous savez, nous sommes dans un pays où
Nous parlons trop individu. Vous êtes guidé par quoi? Nous parlons trop individu. Je suis guidé par l'essence de bien faire les choses. Voilà ce qui me guide. Hein, la vérité, ce qui est bien. Si ça vient de mon frère Thierry, je l'applaudis. Je dis oui, ça c'est très bien. Si ça vient de quelqu'un d'autre, ça ne vient pas de moi, j'applaudis. Oui, ça c'est très bien. Et qui vous permet, cette liberté vous permet de tirer sur tout et sur tout ce qui ne pas bien présenté. Est-ce que ça ne fait pas de vous un homme sans position, depuis que je grandissais, sans idéal? Vous savez que depuis que je grandissais, je ne me rappelle pas du moment où j'ai eu peur dans ma vie. Même quand j'étais tout petit. Je ne me rappelle pas de ce moment où j'ai eu peur dans ma vie. Non. Je n'ai jamais eu peur. J'ai eu peur une seule fois dans ma carrière de journaliste. J'ai écrit des papiers, j'ai tiré à boulet rouge sur une autorité, j'étais son nom. Après, cette autorité a commencé à me chercher à ma rédaction. Il y a des policiers tout le temps qui passaient à ma rédaction. Je ne savais même pas comment me chercher. Puis je sors là. Quand je reviens, on me dit, mais on t'a cherché ici. Mais qui m'a cherché? Mais toi, tu as écrit quoi hier? Qu'est-ce que tu as dit hier? Et c'est cette fois-là seulement que j'ai eu peur. Vous avez la peur au ventre. J'ai eu la peur au ventre. Mais ça ne m'a pas amené loin. Je m'étais mis à l'abri jusqu'à ce que la tempête s'est calmée. Et puis, je suis revenu. Mais je n'ai pas peur, en fait. Quand je parle, je n'ai pas peur. Parce que je sais une chose. Vous savez, même ceux qui font mal aux autres, même ceux qui font du mal aux autres, ils vont mourir aussi un jour. Ils vont mourir aussi un jour. Mais le plus important, c'est d'écouter ce que quelqu'un dit. Qu'est-ce qu'il dit? Analyser ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a du bon, il y a du bien, il y a du bon sens dans ce qu'il dit? Vous n'avez pas peur? Si vous pouvez les prendre, est-ce pas parce que vous dénoncez sans blesser? Oui, justement, ça aussi, c'est une qualité. C'est une qualité. Il m'arrive d'écrire, de dire des choses sans blesser. J'ai même fait déplacer une fois une autorité, j'étais encore son nom, qui est venu à ma rédaction. Il est venu, il m'a regardé. Il m'a dit, mais il me pose la question, mais tu as quelle intelligence pour écrire et empêcher les gens à t'arrêter? Il dit, je veille sur mes mots. Je veille sur les termes que j'utilise. La responsabilité avant tout. Ouais, parce que je sais que les mots que j'utilise, si on m'arrête, ce serait de l'arbitraire. Ce serait de l'arbitraire. Je sais. En tout cas, vous faites bien de nous révéler ces secrets et je crois que je vais m'en servir. Hein. Merci. Dénoncer sans blesser et puis dire de vérité sans filtre. Et en cas d'arrestation, ça va relever de l'arbitraire, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vous garde. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour moi de saluer aussi Thierry Mukelekele, un visage aussi qui n'est plus à présenter. Ses réflexions sont pondérées, sont bien appréciées et bien consommées par notre large public. Je suis très content et honoré de vous recevoir. Merci. Comment allez-vous? Merci Gédéon. En tout cas, Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce par rapport à tout ce que j'ai vécu. L'année 2025 commence à bien s'achever. Comme vous voyez, mon état de santé ne fait que s'améliorer. Vous avez autant récupéré qu'il y a quelques mois. Je suis à 90%. Je n'ai pas encore atteint le Mukelekele que les gens connaissent, mais ça va déjà mieux. Et puis, j'ai 2 deuils. J'ai perdu un oncle, le grand frère à ma maman. Il est décédé il y a 2 jours. Et ensuite, dans notre Katanga natal, nous avons perdu un grand notable, le 5e fils de notre grand-parent, l'ancien premier ministre Moïse Kapin Tchombe. Son 5e fils, c'est-à-dire papa André Djibou Tchombe, est décédé à l'âge de 79 ans. Un grand deuil parce que c'est quelqu'un qui était très réservé, mais percutant et pertinent. Quelqu'un qui avait la maîtrise de la politique, malheureusement, que plusieurs n'ont pas exploité. Donc, dans les Tchombe que je connaisse, Papa André, c'est quelqu'un qu'on pouvait consulter par tous les pouvoirs pour essayer de comprendre la question katangaise. Mais chez les Tchombe, dans les enfants de Papa André et les autres, vous avez plusieurs princes. Vous avez David Tchombe, vous avez Moïse Kapin Tchombe qui est la copie conforme du
du grand-père Capin Tchombe, vous avez Thomas Tchombe. Ils sont nombreux maintenant, qui sortent sans peur ni vergogne pour défendre l'image de leur défunt grand-père. Que reste-t-il de valeurs katangaises? Est-ce la transmission est-elle aujourd'hui assurée? Oui, nous avons beaucoup eu. C'est pourquoi nous retransmettons. Malheureusement, beaucoup de Katangais, du moins ceux-là qui veulent se dire être Katangais, ne connaissent pas leur propre histoire. Ils sont plus dans des supputations et aujourd'hui, Internet les a abrutis. Donc vous trouverez des Katangais, surtout de la génération qui vient après nous, parce qu'avant nous, certes, beaucoup de nos vieux ne connaissent pas aussi l'histoire, mais ils n'ont pas fait ce que nos jeunes frères sont en train de faire de la politique katangaise. Donc aujourd'hui, on veut donner l'image d'un Katanga qui ne vaut plus la peine. D'un Katanga divisé. Un Katanga divisé, oui, un Katanga qui ne vaut plus la peine. Ça dit qu'un Katanga qui peut être traîné. Jamais dans l'histoire katangaise que j'ai connue, Kinshasa a traîné le Katanga. Non, peut-être éliminé les leaders katangais. Mais les traîner comme on est en train de traîner le Katanga avec nos jeunes gens, ça n'a jamais existé. Est-ce le découpage territorial intervenu en 2014 ou 15, si je suis fidèle à ma mémoire, n'a pas édulcoré l'identité katangaise ou émietté cet état de choses? Surtout l'identité katangaise. L'identité katangaise reste la même. Parce que la katanganité, au fond, c'est quoi? Ce n'est pas une tribu. Beaucoup de gens confondent quand nous disons que je suis katangais. Qui est katangais alors? Tribaliste et tout et tout. D'abord, dans le simple mot, un katangais est tout celui qui vit dans l'espace katanga. C'est-à-dire qu'il y a choisi comme lieu de résidence. Il est venu d'ailleurs, il s'est installé là-bas. Il a choisi que c'est son milieu naturel. On l'appelle Katangais, ressortissant de l'Équateur, ressortissant du Bandundu. Mais il est Katangais. Alors, il y a les originaires, dont les arrière-grands-parents, les parents, ont été reçus par les autochtones comme nous, et ils nous ont donné des terres. Et maintenant, il y a les autochtones, donc ils sont liés par la terre et par le sang. Nous, le Katanga, nous sommes Katangais, c'est par la terre, seulement. Mais les autres qu'on appelle autochtones, vous avez les Bemba, vous avez les Sanga, tout ce monde-là, et le Buluba, qui a tiré ses origines dans Kabongo, dans le Katanga profond, et le Buluba est éparpillé dans toutes les 4 provinces actuelles du Katanga. Donc si nos jeunes frères qui sont aujourd'hui dans la politique et qui se veulent notables, parce que la génération d'après nous, il n'y a pas de notables. Il y a des gens qui portent le nom de notables. Nous avons vécu les notables. Et aujourd'hui, nous avons des notables. Quand vous allez chez Munongo Musiri Kaneranera, vous trouverez des notables. Quand vous allez chez le grand chef Mpande Mpembamoto, vous allez trouver des notables. Quand vous allez chez Kachobwe, vous allez trouver des notables. Mais dans plusieurs contrées, la notabilité s'est effritée. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous s'accorder à dire que le Katanga est voué à une guerre de leadership lorsqu'on revient sur le retour de Dani Banza, qui a une certaine popularité là, et en faisant son meeting, il tire à boulet rouge sur Jacques Kaboula. Je ne sais pas s'il faut le considérer comme ancien ou toujours gouverneur, parce qu'il n'est pas encore notifié depuis son interpellation par Kinshasa. Que révèle cet état de choses en une minute rapidement? Bon, soyons d'abord beaucoup plus clairs. Parce que des gens commencent à craindre que je sois le porte-parole de Kiaboula. Je ne suis ni porte-parole de Kiaboula, ni porte-parole du gouverneur. Mais je suis un Katangais, citoyen, vivant dans l'espace où le gouverneur est Kiaboula. Et l'article 63 nous oblige de protéger les institutions contre l'ennemi intérieur tout comme extérieur.
Et moi, quiconque, qui soit du gouvernement, qui soit de l'armée, qui attaquerait Kiaboula, me verra sur son chemin. Parce que la Constitution protège ce gouverneur. Et la loi sur la libre administration protège ce gouverneur. Kiaboula est à Kinshasa dans toute irrégularité. Ni le président de la République, ni le gouvernement ne peuvent nous justifier la présence de Kiaboula, quelle que soit la sécurité et les renseignements. Parce qu'il y a un ordre constitutionnel qui a été établi. Il y a une commission sécurité-défense dans les institutions provinciales qui ont compétence sur les gouverneurs. Ça dit que s'il y a des éléments compromettants que Kiaboula aurait à sa charge, ces éléments compromettants seraient envoyés à l'Assemblée provinciale avec les autorités de Kinshasa qui prendraient des dispositions idoines pour faire intervenir le procureur général près la Cour de cassation qui a compétence sur les gouverneurs. Donc aujourd'hui, ça fait plus de 115 jours, on ne sait pas quel est le document qui maintient Kiaboula à Kinshasa. Parce que les missions sont déterminées en temps et en espace. S'il était en mission, comment est-ce qu'il prendrait une émission de plus de Alors, que justifie alors sa détention prolongée et à quoi joue Dani Banza? Ce sont des questions auxquelles on aimerait avoir des réponses. Hein. En 30 secondes, rapidement, allez-y. Bon, peut-être qu'on y reviendra sur Dani Banza parce qu'il y a trop à dire. Dani Banza a tapé à côté. Quand vous êtes même dans les réseaux sociaux, les propres jeunes, plus jeunes que lui et les jeunes de sa génération, ne sont pas d'accord. Parce que s'il se voulait être notable, un notable ne tient pas des propos injurieux à cette hauteur, à ce niveau-là. Et puis, sur le plan de droit, peut-être Ambroise, quand il prendra la parole, il ne va pas me contredire. Le droit du secret médical. Si jamais Kiaboula est épileptique, ça dit que Dani Banza vient de sortir un secret médical. Et le droit pénal est en droit. Donc, même le procureur qui est à Lubumbashi, là, il est en droit de saisir ce document. Vous avez suivi le procès Porsche. Vous avez suivi le médecin. Il avait dit au juge, je m'excuse, monsieur le président, mais dans ce que moi, dans la déontologie, il y a des choses que je ne dois pas dire sur ma patiente. Mais vous n'êtes pas docteur, vous n'êtes pas son médecin. Vous prenez quand même le culot d'aller sortir un carnet médical d'un citoyen. À quoi il joue donc? Et puis, je rappelle à l'honorable Dani Banza, Kiaboula est gouverneur. Vous allez dans sa juridiction. Vous invitez un autre gouverneur d'une autre juridiction. Vous invitez des chefs coutumiers d'une autre juridiction. Parce que plusieurs chefs coutumiers sont venus de Olomami. Vous les invitez et vous tenez des propos de ce genre. Vous incitez la population à aller contre son gouverneur. Non, c'est l'Assemblée provinciale qui décidera du sort du gouverneur. Qu'il lise les articles de la loi sur la libre administration, depuis l'article 60 jusqu'à l'article 70. Ils comprendront les relations qui lient le gouvernement central et les gouvernements provinciaux. Merci. Qui, alors, pour rétablir l'ordre dans le Grand Katanga, on y reviendra peut-être dans une émission beaucoup plus élaborée où, si on aura le temps, parce que le menu est vaste, on va ouvrir rapidement le débat. Je ne sais pas si vous aurez à commenter ces sujets d'actualité et le retour de Dani Banza qui attire l'ire de plus d'un Congolais, surtout quand il traite le gouverneur Jacques Kiaboula d'épileptique. C'est quand même des propos gravement sensibles. Allez, on va ouvrir les débats. On parle de la qualification de l'OPAR aux barrages intercontinentaux après avoir éliminé tour à tour les Lions des Indomptables du Cameroun et les Super Eagles du Nigeria. Une victoire accueillie par le Congolais, une victoire qui replace la Replomokatu du Congo en pole position et fait donc et la RDC fait donc un pas vers la qualification
pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Mais après, nous allons d'abord rester sur la réception en pompe à Kinshasa au Stade des Martyrs par les chefs de l'État. Vous, en tant que journaliste éditorialiste, quelle lecture faites-vous de cette réception en pompe par le chef de l'État? Est-ce que c'était-il opportun ou ça valait la peine? Bon, j'ai vu ça. J'ai vu qu'on avait annoncé que le président de la République va recevoir le Léopard au Stade de Martyrs. Ils sont arrivés au Stade de Martyrs à 19h. J'étais en voiture devant le Palais du Peuple. J'ai rentré à la maison. On nous a fait arrêter parce qu'il fallait d'abord donner priorité à nos ambassadeurs qui nous ont donné la joie. Ils sont entrés au Stade de Martyrs et puis moi je suis rentré à la maison. Alors, il y a du positif et du négatif dans ce qui s'est passé au Stade de Martyrs hier, dans la réception de Léopard. Je vais commencer par le positif et je vais rentrer vers le négatif. Le positif, c'est quoi? Il faut d'abord prendre le climat qui a précédé le match RDC-Nigeria. Il faut prendre le climat. Nous sommes en crise sécuritaire. Nous sommes en crise diplomatique en même temps, entre Kinshasa et Kigali. Nous sommes en crise. Avant le match RDC-Nigeria, on apprend qu'au Rwanda, on a interdit la diffusion du match RDC-Nigeria. Ce sont les informations qui ont été véhiculées. On a interdit. Qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé, parce que les matchs sont diffusés sur CanalSat, certainement à Kigali, les autorités ont interdit la diffusion de ce match. Quand vous prenez cette information-là, posez-vous la question pourquoi Kigali interdirait-il la diffusion du match RDC-Nigeria? Vous avez tout de suite la réponse. Nous avons gagné le Cameroun. Nous venons de gagner le Cameroun. Nous nous projetons vers le Nigeria. Et quand Kigali prend une telle décision, ça veut dire que Kigali ne veut pas que le Rwandais compatisse avec les Congolais. Il ne veut pas une quelconque compassion, un quelconque soutien en faveur du Congo. Et pourquoi le Rwandais soutiendrait la RDC plutôt que le Nigeria? C'est de l'antagonisme pur et simple. C'est de l'antagonisme. C'est comme si Kigali envoie un message aux Rwandais. Ce sont nos ennemis. Il ne faut pas les soutenir. Ne regardez pas leur match. Si vous regardez leur match, vous savez, nous sommes les voisins les plus proches. Nous sommes des voisins avec le Rwanda. Et dans le match RDC-Nigeria, les Rwandais seraient beaucoup plus proches des Congolais que des Nigérians. Alors Kigali sait que, comme nous avons une crise diplomatique, il y a des nuages dans la diplomatie, dans les relations bilatérales entre la RDC et le Rwanda, Kigali prend la décision de ne pas faire diffuser les matchs RDC-Nigeria chez lui. Donc le premier message, c'est ça le premier climat. On traite les Congolais comme étant les ennemis de Rwandais, quelque part. Et l'antagonisme pur et simple. Donc l'interdiction de la diffusion du match, ce n'était pas aussi un fait aléatoire ou anodin? Non, non, ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas anodin. C'est une action calculée. C'est une action calculée au regard des nuages qu'il y a dans les relations bilatérales entre la RDC et le Rwanda. Il ne faut pas que les Rwandais compatissent. Parce que quand vous regardez un match de football, nous sommes des voisins les plus proches. Les Rwandais on a naturellement un soutien. On a naturellement un soutien. Il faut que les Congolais gagnent. Il faut que les Congolais gagnent, ainsi de suite. Et à ce moment-là, si les Congolais gagnent sur le plan sportif, c'est comme si on leur donnerait aussi raison d'une manière ou d'une autre par rapport à ce qu'on reproche aux Rwandais d'avoir agressé le Congo. Voilà un peu ça. C'est pourquoi les autorités de Kigali sont intervenues pour faire diffuser les matchs. Il faudra encore que cette information soit confirmée. Alors, ça, c'est le premier aspect des choses. Le deuxième aspect, c'est dans le fait qu'après la victoire maintenant, le match se joue, nous avons la victoire, il y a eu des scènes de liesse et à Goma et à Bukavu. C'est pour que vous compreniez pourquoi Tshisekedi se rend au Stade de Martyrs. Pourquoi il se rend au Stade de Martyrs pour aller accueillir les léopards. Alors, il y a eu des scènes de liesse et à Goma et à Bukavu. Les scènes de liesse envoient aussi un autre message. Parce qu'on est en train d'accuser le Rwanda à travers l'occupation de ces deux provinces de vouloir balkaniser la RDC. Et en voulant balkaniser la RDC, et nous tendons vers ce qu'on appelle la partition de fait.
Et quand nous tendons vers la partition de fait, à ce moment-là, il y a un problème. Mais lorsque les Congolais de Goma et de Bukavu se réjouissent de la victoire des léopards, ça envoie aussi un autre message. C'est comme si les Congolais de Bukavu et de Goma disaient « Nous sommes toujours avec Kinshasa. Nous ne sommes pas des séparatistes. Nous ne voulons pas une quelconque partition de notre pays. Nous sommes unis. C'est notre pays qui a joué. C'est notre pays qui a remporté la victoire. Nous sommes ensemble. Nous sommes toujours liés à l'administration de Kinshasa. » Et donc, ce message est perçu par Tshisekedi. Et à ce moment-là, et dans le contexte tel que vous présentez, le sport et la politique ne sont-ils pas dissociables? Ah, très bien. C'est une très, très bonne question. Le sport et la politique doivent vraiment être dissociés. Mais le problème, c'est que nous sommes dans un contexte tout aussi particulier. Un contexte de crise. Dans un contexte de stabilité sécuritaire, on devrait dissocier le sport de la politique. Quelqu'un qui est, par exemple, un opposant à Félix Tshisekedi peut se réjouir de la victoire des léopards. Parce que c'est le pays qui joue. C'est une équipe qui joue. L'équipe n'a rien à voir avec Tshisekedi, Kabila, Fayoulou, Katumbi. Tshisekedi peut partir, mais cette équipe jouerait encore un autre match demain. C'est pourquoi un opposant qui se réjouit de la victoire des léopards n'a commis aucune faute. Et cette victoire-là n'est pas à récupérer politiquement par celui qui est au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on essaie de faire maintenant? Nous allons revenir au côté négatif. Je suis en train d'abord de relever les côtés positifs de la chose. C'est-à-dire que dans un contexte de crise sécuritaire comme le nôtre actuellement, la politique, le match, la victoire de la RDC a une portée diplomatique. Elle a une portée politique, elle a également une portée diplomatique. Parce qu'on parle de nous partout. On parle de nous dans tous les plateaux sportifs, on parle de la RDC. Et quand on parle de la RDC, on se souvient de manière implicite de la crise sécuritaire qu'il y a au Congo. On se dit, mais c'est un pays qui est agressé, c'est un pays qui est occupé, ainsi de suite, c'est un pays qui a des problèmes. Ils sont à Doha, ils sont à Washington. On parle de nous à travers cette victoire. Cette victoire a une portée diplomatique très importante. C'est pourquoi les Congolais de Goma et de Bukavu qui ont festoyé, et ils envoient un message que nous sommes liés à l'administration de Kinshasa. Le troisième message, c'est que si vous regardez bien les gens qui sont à Goma et à Bukavu, les Congolais qui sont à l'AFC et au M23, ils ont publié sur leur compte des photos du fait qu'ils suivaient le match. Ils suivaient le match à Goma ou à Bukavu. Ils suivaient le match de RDC-Nigeria. J'ai perçu un autre message à travers ça. Ce sont des Congolais qui sont à l'AFC et au M23. Qui ont regardé le match de la RDC. Quel est le message? Ils veulent dire, si vous nous accusez de séparatistes, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas de séparatistes. Regardez d'ailleurs, nous suivons le match de la RDC. Nous reconnaissons, parce que l'équipe qui est partie avec les moyens déployés par l'administration de Kinshasa. Nous sommes une nation. Nous sommes ensemble. Nous ne sommes pas un pays divisé. Et si nous sommes ici à Goma ou à Bukavu, nous ne sommes pas en train de nous diviser. D'ailleurs, nous regardons le match, nous vous publions nos photos pour vous faire voir que nous ne sommes pas des séparatistes. Parce qu'effectivement, il y a ce débat lié au séparatisme, ce débat lié à la balkanisation, à la partition du pays, et eux envoient ce message-là. Et Tshisekedi, justement, Tshisekedi qui comprend tout ça, qui voit ce qui s'est passé au Rwanda avec l'interdiction de la diffusion du match. Il voit les scènes de l'IS de Goma et de Bukavu, de la population. Il s'est dit non, je vais me servir de cette situation pour accueillir les léopards qui sont des ambassadeurs de mon pays. Je vais les accueillir au stade. Donc on fait de la récupération politique. En fait, avant la récupération politique, il y a cet aspect diplomatique. Il veut communier avec les Congolais qui sont à Goma et à Bukavu. Il ne veut pas les décevoir en fait. Il veut leur dire, mais, puisque vous vous êtes réjouis, je vais vous prouver que moi également je suis avec vous. Cette équipe qui nous a tellement donné de joie, nous sommes ensemble avec vous. Mais là, le côté négatif commence justement par la récupération politique. Il y a une récupération politique. Ça, c'est le côté négatif. Si vous regardez les gens du M23, de l'AFC qui suivent le match, à partir du moment où le sport, dans le contexte actuel, ne peut pas être dissocié de la politique, où est le mal de voir de la récupération politique dans ça? Oui, justement pourquoi? Parce que le pouvoir n'est pas aussi sain.
Parce que le pouvoir n'est pas aussi sain dans la gestion de la crise sécuritaire. Le pouvoir n'est pas sain dans la gestion de la crise sécuritaire. Parce qu'il n'est pas sain dans la gestion de la crise sécuritaire, récupérer une victoire sportive pour l'amener sur le plan politique, en faire sienne, c'est quelque chose qui ne semble pas bon. C'est un peu malhonnête. Voilà le terme que je cherche. C'est un peu malhonnête. Parce qu'on n'est pas aussi sain dans la gestion de la crise. Alors, le côté négatif de la chose, c'est ça, la récupération politique. Vous récupérez une victoire pour dire, regardez, s'ils ont gagné, c'est moi. Pourtant, ceux qui ont joué sur le terrain, ce n'est pas vous. Si vous pensez que c'est vous parce qu'ils ont gagné, est-ce que vous serez prêt d'endosser la responsabilité quand ils vont perdre? Vous serez prêt d'endosser la responsabilité quand ils vont perdre? Je n'ai pas encore fini avec les côtés négatifs. Allez-y très rapidement. Alors, je vais terminer. Le jour où on a perdu le match contre le Sénégal, quel est ce politicien qui s'était pointé pour dire que c'était moi le fautif? Quel est ce politicien? Qu'il soit président de la République, qu'il soit Premier ministre, qu'il soit président de l'Assemblée nationale, qu'il soit ministre des Sports, Didier Boudimbo, ou Didier Boudimbo qu'il est. Quel est ce ministre qui s'était dit que c'est moi? Non, la défaite est toujours orpheline. Hein? Ah, d'accord. On dit que la défaite est toujours orpheline. C'est pourquoi la victoire devait être collective. Elle devait être collective. Elle ne devrait pas être récupérée de manière unilatérale par un politicien. Elle ne devrait pas être récupérée. C'est vrai, il y a des efforts qui sont fournis. Et les efforts qui sont fournis là, le président de la République, les ministres qui font ces efforts, mais ils n'ont que ça à faire. Ils ont l'obligation de faire ça. Ce n'est pas un cadeau qu'ils font aux Congolais. D'ailleurs, ils en profitent. C'est pour cela que je dis que quand vous voyez le côté négatif, c'est qu'on déploie toute une logistique pour venir accueillir les sportifs au niveau du stade de Martyrs. La logistique, c'est de l'argent, c'est des moyens, c'est là que les gens se servent. Et ils en mettent beaucoup dans les poches. Pour moi, le président de la République, parce que la qualification n'est pas encore acquise, elle n'est pas encore obtenue, il nous reste encore 1 ou 2 matchs. On attend ce qui va être décidé le 20. Vous venez d'annoncer pour le 20, le tirage au sort. On se fera déjà une idée à partir de rencontres qui vont se jouer aujourd'hui. Soit on aura un match, soit on aura 2 matchs, que ce soit 1 ou 2 matchs, c'est là qu'on aura la qualification. Peut-être là, j'aurais voulu qu'à l'issue de cette qualification officielle, qu'il y ait quand même maintenant la grande messe au niveau du stade de Martyrs. Ben pour l'instant, il fallait qu'on le reçoive à la Cité de l'Union africaine, au chapiteau de l'Union africaine. On leur donne des primes s'il y en a, pour les encourager à aller obtenir cette qualification. Et je pense que c'est la chose qui aurait été plus importante que ce qui a été fait. Merci. Nous allons aller rapidement avant de changer des menus. Thierry Mukelekele, vous partagez aussi c'est l'avis d'Ambroise Mamba sur cette organisation qui a eu au stade des Martyrs après la qualification au barrage intercontinentaux des Léopards de la République démocratique du Congo après avoir éliminé tour à tour, je le disais tantôt, le Lions Indomptables du Cameroun et les Super Eagles du Nigeria. Bien, un bon basketteur prend toujours la balle au bon. Je crois que c'est ce que les politiques ont fait. Mais hier, nous avons essayé d'enquêter un peu sur cette histoire d'interdiction au Rwanda. Bon, dans nos informations, l'un des Congolais ou l'un des Rwandais ressortissants de la RDC qui est joueur dans une équipe du Rwanda, dans un des matchs, il aurait fait le mythique signe là de... Voilà. Il a dénoncé par les gestes patriotiques l'agression dans une équipe, dans une équipe rwandaise. Alors que eux liaient la politique au sport, ça n'a pas été bien. On avait suspendu ce joueur-là. Alors, mentalement, cette histoire s'est répercutée. Mais selon encore les informations, c'est seulement dans les lieux publics où la police a envoyé un message par rapport à ce qu'ils ont calculé comme renseignement. Il ne fallait pas qu'il y ait des masses de gens dans des lieux publics. Mais dire que les Rwandais ne nous soutiennent pas, non. Parce qu'il y a eu des Rwandais de l'extérieur qui ont apporté leur soutien à la RDC. Cette histoire, ça a toujours existé, hein, selon les régions. Nous, quand c'est la Zambie qui joue, nous, le on est naturellement attaché à la Zambie. Directement. Quand c'est l'Angola qui joue et que nous ne sommes pas là, quand ce sont les Brazzavillois, d'ailleurs, ils avaient dit, nous allons jouer
RDC, gardez le fleuve. Quand nous partons, on dit Congo-Brazza, nous allons garder les fleuves. Donc cette ambiance a toujours existé. Mais moi, j'aurais aimé qu'au-delà, tel que Ambroise l'a dit, au-delà de tout ça, que Kinshasa comprenne que réellement, Goma, Bukavu et toute la contrée ne s'est jamais détachée. Les Congolais ont chanté le debout congolais en plein Bukavu, en plein Goma. Ils sont allés devant les grandes statures là, en plein centre-ville, et ils ont entonné les debout congolais. On a vu certains responsables de l'AFC féliciter l'équipe nationale. On a vu Moïse Katumbi, Seth Kikouni, les gens du PPRD, je crois un message même au nom de Joseph Kabila. Comme l'a dit Ambroise, c'est pas une affaire, c'est une affaire d'État. Attendez, c'est une affaire d'État, parce que c'est l'équipe nationale. Et à un moment donné, l'État doit comprendre que les opposants, où tout le monde fait partie de l'État. De l'équipe nationale et à l'image de FARDC, oui, qui bénéficie du soutien de tout Congolais, de tout bord. Donc voilà. Alors, c'est que nous allons dire, le Rwanda, je ne pense pas que ça soit un message officiel du gouvernement rwandais, parce que ça devait leur créer des problèmes. Tous les Rwandais ne sont pas d'accord avec tout ce que le gouvernement du Rwanda fait. Ça devait créer des problèmes, parce que nous avons des Congolais qui vivent là-bas. Donc, on devait diviser les autochtones rwandais ressortissants de la RDC. Je crois peut-être c'est pourquoi la police a préféré que les gens ne se rassemblent pas dans des bars. Et nous avons vu des images à Dubaï, sur des balcons de Dubaï, des Congolais en maillot de léopard. Et on a vu même un sujet, comment on les appelle les gens de Dubaï là? J'ai vu un blanc qui accompagnait une Congolaise, et je crois qu'ils étaient en famille, en train de chicoter. Un blanc là, il a aimé l'ambiance qu'a apporté les Congolais autour de sa boîte ou je sais pas, de la terrasse de son hôtel. Il est venu pour encourager les Congolais et il a dansé chicote. Et quel message on envoie en recevant le léopard au Stade des Martyrs avec tous les honneurs qu'il mérite? Est-ce que cela était-il opportun et important? L'opportunité n'a pas de calcul, mais le temps, cette opportunité n'a pas joué sur le bon temps. Ambroise l'a bien dit, on aurait accueilli en aparté chez le chef et puis attendre le grand moment. Parce qu'ici, il nous faudra encore d'autres célébrations. Si jamais Dieu nous prête vie et que nous puissions renverser l'une ou les deux équipes prochaines, il nous faudra encore une autre célébration. On en fera de trop. Parce que cette fois-là, on doit célébrer. Ça doit être obligatoire. Parce que c'est historique. Il faut rappeler, la RDC a participé à la dernière phase finale de la Coupe du Monde en 1974. Et ça fait 52 ans que l'on est toujours en cours derrière une nouvelle qualification à la phase finale. Et puis, vous vous souviendrez que ça, c'est un conseil au gouvernement. Moïse Katumbi, de sa nature, il a toujours mis la main à la poche en ce qui concerne le sport. Et je sais que comme Moïse est très content, pour les prochains matchs, Moïse ferait ses folies habituelles. Il ne faudrait pas que le gouvernement dise non, c'est un opposant, c'est ceci. Non, on doit laisser que tous les Congolais qui aiment le sport mettent la main à la pâte. Au Katanga, il y a toujours une organisation. Et même ici à Kinshasa, allez-y les léopards. Au Katanga, allez-y les léopards, c'est une grande organisation où les Katangais se payent eux-mêmes des billets pour aller là où se trouvent les léopards. Donc, dans les prochains matchs, après le 20, vous verrez, chez nous au Katanga, ces organisations-là, là, je salue Nice Ditunga, 10 grands pays. Il est parmi les jeunes qui ont toujours accompagné l'équipe nationale dans Allez-y, les léopards. Donc, Kinshasa, le ministre, le gouvernement. D'ailleurs, cette fois-là, ça sera la chef du gouvernement. Ça ne sera plus une histoire du ministère
des sports. Ça sera la chef du gouvernement qui doit donner les orientations. Mais, qu'est-ce que nous constatons? Allez-y, les léopards, je vous ai dit qu'il y a des Congolais qui se prennent eux-mêmes en charge. Nous risquons de voir encore de l'argent de l'État qui va sortir dans Allez-y, les léopards, et les concernés ne seront pas pris en charge. C'est ça le malheur. Mais comment s'en servir? Comment se servir de cette victoire sur le plan diplomatique afin de continuer à affirmer le leadership de la République du Congo rapidement en 1 minute? Bon, sur le plan diplomatique, moi j'aurais aimé que quand les Congolais de AFC M23, les Congolais qui sont contre Tshisekedi, les Congolais qui sont pour Tshisekedi, les Congolais de l'Union sacrée qui se déplaceraient vers ce match-là après le 20, c'est ça la bonne diplomatie, qui ne se partage pas dans le stade, où on voit les Congolais de l'AFC de l'autre côté et les Congolais de Kinshasa de ce côté-ci. Au moins ce jour-là, qu'on fasse plus que Doha. Parce que là, on ne va pas discuter sur qui va se rendre, c'est les M23 et tout, non. Là, c'est un Congolais qui est dans l'espace où l'AFC est là, et un Congolais qui vient de Kinshasa. Il n'y a pas d'agence nationale de renseignement là-bas. Ils peuvent se côtoyer. C'est un moment où les gens peuvent changer d'abord l'image du pays. Hein? L'image du pays. Pourquoi pas un message venant de félicitations du chef de l'État s'adressant à tous les Congolais et que les opposants adresseraient au moins un message au chef de l'État par rapport, ne fût-ce qu'à la victoire de la RDC, même si sur le plan politique ça trépigne, mais qu'on nous sente réunis même pour une cause, le football. Donc qu'on sente que Kabila a adressé un message de félicitations au président de la République, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, parce que les léopards ont gagné. Pas parce que lui, le président, a gagné. Voyez-vous, quittons un peu cette torpeur-là de penser que nous ne vivrons plus jamais ensemble parce qu'il y a Doha, il y a M23, il y a tout ça. Donc, tu as déjà posé une question, je voudrais répondre un tout petit peu à la question en 30 que tu as posée. secondes, et puis on va changer de sur le chapitre. plan diplomatique, comment se servir de cette victoire. Je ne pense pas que la victoire, on va la prendre, on l'amène à l'ONU, on dit regardez la victoire, puis donnez-nous... Il faut donc de la diplomatie sportive. Pour moi, la victoire elle-même est un message diplomatique. Okay. Elle-même, sans accueil au stade de martyr. Sans accueil au stade de martyr, la victoire elle-même est déjà un message. Parce que quand elle est là, elle fait parler de nous. Elle fait parler du Congo. La victoire fait parler du Congo. La victoire fait parler du Congo à tous les niveaux. À tous les niveaux. En France, on parle de la RDC. Aux États-Unis, on parle du Congo. Partout, on parle du Congo. Et de cette manière, quand on parle du Congo, certainement, on peut d'une manière ou d'une autre, en fait, ça interpelle les dirigeants politiques, les chancelleries, les ambassades, ça les interpelle. Ah, c'est ce Congo ici qui est agressé. C'est ce Congo ici qui est occupé. Cette victoire est un message diplomatique elle-même. Elle ne demande pas qu'on reçoive les gens au stade des martyrs pour qu'ils puissent avoir une portée diplomatique. Non. D'ailleurs, la récupération ici, vous voyez, les politiciens se trompent beaucoup. Les politiciens pensent que quand ils font la récupération politique, c'est alors qu'on les aime. D'ailleurs, c'est le contraire qui s'effectue. Quand ils font la récupération politique, ça énerve même. Parce que la récupération politique d'une victoire sportive n'a pas commencé avec Tshisekedi. Même à l'époque de Kabila, il y en avait. Non, à l'époque de Mobutu même. À l'époque de Mobutu, il y en avait. Bon, je parle de Kabila parce qu'à l'époque de Mobutu, c'était la dictature. Je parle de l'époque un peu démocratique avec les élections. Okay. Vous prenez l'époque de Kabila, on a gagné les CHAN à l'époque de Kabila. On a été 3e à la CAN qui s'est joué, c'est pas moi. En Guinée équatoriale. On a été 3e. C'était à l'époque de Kabila. Et rappelez-vous, à l'époque, Joseph Kabila a réussi les léopards, il a donné des primes, ainsi de suite, à l'époque de l'ancien ministre Denis Kambaï. Ainsi de suite. On a eu des résultats qui ont été récupérés. Mais à l'élection présidentielle de 2018, le dauphin de Kabila a échoué. Donc la récupération politique d'une victoire sportive ne vous fait pas gagner une élection. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps.
Ne lave pas votre bilan. Non. Non, ça ne lave pas votre bilan. Si vous avez échoué, vous avez échoué. C'est un match de football, ce sont des professionnels. Ils sont allés, ils ont mouillé le maillot. Et surtout s'il y a d'une manière ou d'une autre un encouragement, une prime. Parce que ça ne peut que exister. Les gens pensent que quand ils donnent de l'argent aux joueurs, c'est à mettre dans leur actif. Non, c'est faux. C'est une obligation constitutionnelle. Vous ne pouvez pas être président de la République sans rien faire. Merci. Et puis vous pensez que quand vous faites quelque chose, c'est un cadeau que vous avez fait aux Congolais. Non, c'est ça votre travail justement. Thierry, que dis-je, Thierry Moukelekele, est-ce que cet accueil ou cette réception en pompe de Léopard, ça ne vient pas donner du crédit aux rumeurs selon lesquelles en cas de qualification barrage intercontinentaux, chaque joueur de la sélection nationale aura droit à $1 million, à une bagatelle somme de $1 million. Est-ce que ça ne vient pas d'une certaine manière confirmer ce qu'on a entendu ça et là? Bon, je ne serais pas contre qu'on donnât $1 million à tous les joueurs et les staffs, parce qu'ils auront mérité. Néanmoins, j'aurais aimé que beaucoup d'argent construisent les quelques terrains ou stades dans les municipalités que Kabila avait déjà commencé à construire. Donc, on investisse. Ça dit qu'on dit qu'il y a de l'espoir dans le sport congolais. On sort des 33 millions, on donne aux léopards et au staff, et on en sort un peu plus pour matérialiser. Comme Kinshasa, en dehors de l'école de la musique, Kinshasa, c'est l'école du sport. Tous les matins, quand vous... Malheureusement, ces talents ne sont pas entretenus. Mais c'est ce que j'ai dit. Pas assez d'espace vert pour exploser leur talent. C'est par cet argent. Chaque matin, entre 6h et 10h, vous trouverez, quand vous passez, je ne suis pas allé dans les 24 communes, mais dans plus de 10 communes où j'ai eu la chance de circuler tôt les matins, vous trouverez toujours des jeunes Kinois en train de se battre sur les terrains de football. 2 équipes, 4 équipes. Il y a Papi Tamba d'ailleurs, son équipe est en train de prendre de l'ascenseur. Il avait seulement commencé comme ça. Donc, moi j'encouragerais que si vraiment le président de la République voit que c'est quelque chose de positif de donner les 33 millions à l'équipe nationale, j'aurais aimé. Mais au-delà de ça, que l'on pense aux infrastructures, à l'encadrement des talents, à une politique sportive efficiente et surtout à ne pas jeter l'argent par la fenêtre, avoir une vision de grandeur, c'est important. On va changer de menu. Vous allez, je ne sais pas, qui prend la main? Vous prenez la main, la police des débats. Allez, bon, Thierry Moukelekele prend la main. On parle du processus de Doha, on y est. Depuis le week-end dernier, on a signé l'accord cadre. 8 protocoles à faire valoir et respecter par toutes les parties. Question directe et première question. Est-ce enfin, sommes-nous sur la bonne voie? Ou on n'y est pas encore? On est toujours sur la même mauvaise voie parce que pour nous, nous avions dit plusieurs fois et sur plusieurs plateaux, il était impérieux de privilégier la dynamique interne. Parce que ce qui se passe à Doha, ça pouvait se passer ici. Le président de la République qui a la puissance de la loi mère, c'est-à-dire la Constitution, devait capitaliser ses compétences par rapport à ça. J'ai toujours demandé au président de la République d'ouvrir un corridor sécurisé pour que l'AFC et le M23 rencontrent les autorités congolaises. Il y a un gouverneur militaire qui est assez compétent pour ce genre d'activité. Et moi, je ne vois pas, si jamais Kinshasa a la volonté que l'AFC parle au travers Kinshasa directement, je ne vois pas l'AFC tirer sur Kinshasa. Donc l'AFC, à son tour, prendrait des mesures sécuritaires pour créer un protocole sécuritaire et créer aussi un couloir afin qu'ils trouvent un terrain d'entente.
si le gouverneur militaire se convient avec l'AFC, que venez à Béni, c'est là où je choisis que nous allons échanger, ça dit que le gouverneur militaire va prendre les dispositions pour que l'AFC se sente en sécurité. Si l'AFC dit au gouverneur militaire que venez à Goma, c'est là que nous allons tenir nos assises, l'AFC prendrait des dispositions. Si jamais le gouvernement de Kinshasa dit que nous doutons un peu, cette fois-là, on fait venir un partenaire neutre. Par exemple, le président togolais, qui est maintenant le patron de tous ces mouvements-là, pourrait envoyer, comme nous sommes dans une zone militarisée, pourrait envoyer un contingent des forces, soit togolaises, ou il prend une force à l'Union africaine, que les Congolais veulent se parler entre eux au Congo, mais ils n'arrivent pas à se faire confiance. Alors nous y allons, mais nous allons faire un chapiteau entre la composition ou les territoires où se trouve la FCM 23 et le gouvernement. On fait un chapiteau au milieu où les Congolais devront discuter. Donc, le président peut mettre ce genre de protocole. Alors qu'est-ce qui vous fait encore douter après la signature de cet accord de paix? Est-ce qu'on aurait du fil à retordre à faire à la mise en œuvre ou quant à la mise en œuvre de ce protocole? Non, il y a déjà du fil à retordre. Il y a déjà du fil à retordre. Quand vous prenez les chapitres qu'eux ont appelés chapitres, nous avons appelé protocole. Quand vous prenez le chapitre 3, 4, 5, 6, tous les chapitres de 3 à 6 se regroupent dans le chapitre 6. L'accès humanitaire, la protection judiciaire, la restauration de l'autorité de l'État, réforme gouvernementale, gouvernance participative, les arrangements sécuritaires intérimaires et le DDR, l'identité, la citoyenneté. L'identité, la citoyenneté, vous retrouvez dans la Constitution. Parce que l'identité et la citoyenneté n'engagent pas la crise identitaire proprement dite. Ça engage la nationalité. Or, la Constitution, la nôtre actuelle, 2006 révisée 2011, dit que est congolais tout celui dont les parents se sont retrouvés sur les terres des 2 400 et quelques mille kilomètres à la date du 30 juin. 1960. 1960. C'est-à-dire que tout Mouniamoulengi, tout Tutsi congolais, dont un parent s'était retrouvé ici, est congolais. Congolais. De par la loi. Ça dit que le Congo a adhéré à un truc qui est dans la Constitution. Kabila avait déjà terminé la question de la gouvernance participative. Parce qu'il y a eu mixage et brassage. Maintenant, le pouvoir de Kinshasa nous a floués en disant que Kabila avait mal fait en mixant et en brassant. Mais la gouvernance participative, c'est quoi? Qui va participer à gouverner quoi? Ça dit que l'armée, ARC, Armée révolutionnaire congolaise, la police qu'ils ont faite là-bas, les magistrats qu'ils ont créés là-bas, et leur administration actuelle, les chefs coutumiers et tout, devront vivre en symbiose. Donc pour vous, il n'y a pas donc d'avancée, ce n'est qu'une vitrine, et donc on a fait notre marche arrière. On est parti avant même l'entrée de Mouzé Kabila. On est dans ça. On est dans ça. Parce que c'est Joseph Kabila qui a résolu tous ces problèmes-là, d'identité, de citoyenneté. Mais il y a même un ministère lié à la citoyenneté, je pense. Bon, maintenant, pourquoi on va chercher cette citoyenneté à Doha, pendant qu'à Kinshasa, il y a un ministère... Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Une nouvelle citoyenneté. D'où, quand vous entrez sur Google, pour ceux-là qui nous suivent, écrivez la loi sur la nationalité. Ça vous sortira une loi déjà promulguée et qui se trouve dans le journal officiel de 2004. Donc, toutes ces questions-là s'y trouvent. Notre loi va plus loin.
l'exemple de Moïse Katumbi, où on interdisait à son épouse d'être la première dame si jamais Moïse gagnerait les élections. Or, la loi protège notre belle-sœur. C'est Meiki Karine, la loi congolaise protège. Elle a la nationalité congolaise parce que son mari est congolais et ils ont plus de 7 ans de mariage. C'est ce que dit la loi. Quand un Congolais prend une femme pour épouse d'une autre nationalité et qu'il dépassait les 7 ans de mariage, il y a une procédure passant par le gouvernement, le Parlement, pour arranger. Vous comprenez? Mais comme les Congolais ne lisent pas suffisamment nos lois, et ils sont dans cet environnement-là, dans ce cafouillage, ça dit que les Benamoulengue, tout ce monde-là, n'ont pas besoin d'aller à Doha parce que la Constitution les reconnaît comme tels. C'est à nous, Kinshasa, d'éviter de faire la mauvaise campagne. Ce sont des traîtres, les Baswahili. Et d'ailleurs, il faut éviter donc en ce moment tout discours séparatiste. D'ailleurs, l'Est sont des Swahiliphones. Nous, le Katanga, nous sommes les Baswahili. Parce que le Swahili n'est pas notre langue. Il y a plusieurs langues dans le Katanga. Mais la partie Est, qui autrefois était plus arabisée, c'est cette partie où ils sont rwandophones et swahiliphones, majoritairement là-bas. Qu'ils soient aujourd'hui en RDC, partout là-bas, et les Baswahili ne peuvent pas être assimilés à une tribu quelconque. Voilà. Les Baswahili, les Kassayens, c'est pas une tribu. Les Kinois. Ce ne sont pas des tribus. Vous voyez. Maintenant, il y a des par gens... contre, pour les Kassayens, non aussi. Les Kassayens, ce n'est pas une tribu. Ce n'est pas aussi une tribu. Donnez-moi, dans l'espace dit Kassai, quelle est la tribu qui s'appelle Kassai? Il n'y en a pas. Il n'y a que les Baluba, les Basonge. Les Basonge, et en plus, les Basonge, bon, c'est pas l'émission. Les Bapende. Les Bapende. Vous voyez, toutes les tribus là qui ont le prénom ou le préfixe Ba, c'est un mélange du Buluba et les autres tribus. Il y a les Emba et les Baemba. Il y a les Sanga et les Basanga. Donc les Baluba se sont rattachés au Basanga. Maintenant, dans cet environnement-là, parce que quand vous êtes à Kananga, vous n'avez pas de Baluba. Vous avez des Lulua. Et il y a des Balulua. Parce que les Baluba se sont attachés aux Lulua et ils ont fait des enfants. Quand vous allez dans le Sankourou, chez les Tétés, là, il y a aussi les Batétés. Malheureusement, ici à Kinshasa, tout ressortissant du Kassai est Luba. Non, non. Non. C'est une parce que je chute par là. Rapidement. Dans l'espace Kassai, les Baluba, vous les trouvez plus dans la partie de Bakwanga, aujourd'hui Mbujimai. Dans la Lomami actuelle, généralement, là, les Buluba s'arrêtent. Voyez-vous? Donc, nos historiens, nos anthropologues doivent nous aider à nous comprendre. Tout Kassaïen n'est pas Moulouba parce qu'un Kanangé n'est pas Moulouba. C'est un Louloua. Et dans l'espace Kassai, vous avez les Tétés là. Ce ne sont pas des Kassaïens, mais ce sont des Tétés là. Au Katanga, vous avez les Bemba. Ce sont des Katangais. Vous avez les Sanga. Donc vous avez les Loanzo et les Sempia. Quand vous allez vers Kolwezi, vous avez les Rundes, les Anarouèges, et vous avez aussi les Sanga là-bas. Les Rundes et les Sanga se sont mariés. Les Baluba et les Rundes se sont mariés. Et quand vous allez chez les Yeke, ceux-là qui sont partis, leur arrière-grand-père qui sont partis du Zanzibar, aujourd'hui Tanzanie, ont marié chez les Sanga. Et les Sanga se sont mariés avec les enfants Yeke. Ça dit que nous sommes dans un métissage terrible. Si nous commençons à dire que non, Gédéon, toi tu dois rentrer chez toi, ça dit que dans ta propre famille, il y a des gens qui vont se séparer. Parce que Donc nous sommes en train de créer un monstre que nous n'arrivons pas à comprendre.
Tout celui qui est dans l'espace Katanga est Katangé, mais à des degrés différents, en respectant seulement les autochtones. Pourquoi à Miabi, il y a conflit? Vous avez suivi? Dans le Kasaï. Il y a conflit. Il y a conflit pourquoi? Parce que les propriétaires des terres disent que non, vous qui êtes venus, vous commencez à exagérer. Mais eux tous parleraient le Chiluba, mais un Chiluba avec des degrés différents. Parce qu'il y a des gens au Kasaï qui parlent dans une dialecte que même les gens qui se disent Balouba ne comprennent pas, ils n'entendent pas. Donc c'est faux. Tout ce que nous disons que ce sont les Baswahili, ce sont les Banini. Non, non, c'est faux. Nous devons éviter ce langage-là. Merci beaucoup à Thierry Mukelekele. Nous allons nous recentrer sur le sujet. Et question directe à Ambroise Mamba. Je voudrais aussi une réponse limpide à cette question. Maintenant que toutes les parties ont convenu et s'engagent donc à respecter les conditions pour un retour de la paix, cela devra se faire donc en concertation avec l'AFC M23 au sujet de l'autorité de l'État. Comment cela se fera-t-il? Et quel rôle l'AFC M23 jouera à ces propos? Bon, je voulais te prévenir que j'ai beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si tu me donnes suffisamment de temps. Malheureusement, on va vers la chute. J'aurais préféré que vous répondiez d'abord. Je vais te demander d'ajouter quelques minutes avant de dérouler le menu. Pourvu que ton émission ne puisse pas rater quelque chose d'important. Pour moi, ce qui s'est passé à Doha avec la signature de l'accord cadre, c'était une grande déception pour moi. Grande déception? Une déception pour moi. Une déception pourquoi? Parce que on a hyper médiatisé cet accord cadre. On pensait que c'était le vrai accord de paix, l'accord final. C'est ce que les Congolais pensent. On attend encore l'accord final. Oui, on attend. Il n'y a pas encore d'accord. Et ce qui a été signé, au lieu que ça soit un accord final, ça se révélait être un accord cadre qui n'a aucun caractère contraignant. Parce qu'on parle de la bonne foi de parti. Tout le monde garde sa position, alors qu'on pensait au retrait des troupes rwandaises, niet, au retrait peut-être du M23 et de l'AFC des partis occupés, niet. On pensait à la restauration de l'autorité de l'État, non. Mais on n'a pas. Et d'ailleurs, on en a parlé. Dans l'accord cadre. Dans l'accord cadre, il y a 8 protocoles, dont la restauration de l'autorité de l'État. Et d'ailleurs, quand vous lisez l'accord cadre, cette restauration est progressive. Cela se fera-t-il comment? Et de manière progressive. En fait, dans l'accord, c'est comme s'il y a une certaine interdépendance des protocoles. Vous procédez par le protocole 1, ça vous donne le résultat de l'autre protocole. Vous échouez au protocole 1, vous n'avez pas les résultats de l'autre protocole. Ce qui signifie que nous sommes encore dans un processus très compliqué. Très compliqué, pourquoi? Très compliqué, pourquoi? Parce qu'il y a méfiance. Oui, je vais prendre le protocole lié à la libération des prisonniers, par exemple. Quand vous prenez ce protocole-là, sur les 8 protocoles, 6 avaient déjà été discutés auparavant. 6 avaient été discutés, ils ne se sont jamais entendus là-dessus. Donc ils ont pris tout ce temps qu'ils ont discuté, on a signé la déclaration de principe le 19 juillet 2025. Aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre, ils ne se sont jamais entendus. Tout ce temps pour ça. Pourtant, ils ont discuté de la libération des prisonniers dans la déclaration des principes. Ils ont dit que ça fait partie des mesures de confiance. Mais qu'est-ce qui bloque? Alors, lorsqu'on parle des mesures de confiance, Kinshasa ouvre un procès contre Joseph Kabila. Il ouvre un procès contre Joseph Kabila. À l'époque, j'avais dit que c'était piégeux, j'avais expliqué ça. Et après le procès, on a condamné Joseph Kabila. L'ancien président a été condamné à mort. J'ai même fait une tribune pour dire que non, c'était non calculé. C'était irréfléchi. Une erreur stratégique. Une erreur stratégique parce qu'il risque de se radicaliser au cas où il serait avec l'AFC M23, il risque de se radicaliser et vous n'aurez pas de résultats. Aujourd'hui, on est en train de pleurer. Donc, la libération des prisonniers qui avait été convenue dans la déclaration des principes, il n'y a pas eu d'accord, elle revient encore comme protocole. C'est-à-dire que s'ils se mettent à discuter sur la libération des prisonniers, tant qu'ils ne vont pas s'entendre, le chapitre sur la restauration de l'autorité de l'État attend. Tout à fait. Le chapitre sur la restauration de l'autorité de l'État attend qu'on termine d'abord la libération des prisonniers. Or, c'est un chapitre discuté, mais non convenu. Alors, vous pensez qu'ils ont besoin de combien de temps pour qu'ils puissent s'entendre? 20 ans. Et pendant les 20 ans, c'est quoi?
Je vais revenir à ça. Donc, la libération des prisonniers est un chapitre qui pose problème. La restauration de l'autorité de l'État, parce que c'est Kinshasa qui a l'impérium du pouvoir, mais elle doit attendre, elle est progressive, elle doit attendre. Ce qui signifie que pendant que la restauration de l'autorité de l'État ne se fait pas, le statu quo est là. Moi, ma question, ça se fera comment cette restauration-là dont vous parlez? Oui, ça se fera comment? Oui, mais quel rôle je ne suis pas dans les petits détails. Je n'ai pas vraiment les petits détails pour dire... La véritable restauration de l'autorité de l'État, c'est que l'administration revienne à Kinshasa. Tout simplement. C'est ça la véritable restauration de l'autorité de l'État. C'est que l'administration revienne à Kinshasa. Mais là, quand l'AFC appose sa signature, ça voudrait dire que l'AFC devra être une des parties prenantes au rétablissement de l'autorité de l'État. Oui, déjà une partie mais justement, elle est déjà une partie prenante. Donc on ne pourra rien faire sans eux. Non, parce que vous avez déjà signé un accord cadre. Vous l'avez reconnu comme une partie. C'est des gens qui vous qualifiez de pantins, de supplétifs, mais que vous avez reconnu comme partie. Je voudrais que tu me donnes le temps pour que je puisse vraiment terminer, parce que là, tu me bouffes mon temps. Alors, à ce moment-là, ça pose problème. Plus que la restauration de l'État, de l'autorité de l'État plutôt, n'est pas effectuée, l'occupation demeure, et quand l'occupation demeure, nous sommes dans l'usure. Nous sommes dans l'usure. Dans l'usure, la conséquence de l'usure, c'est que vous pouvez vous retrouver dans une partition de fait. Dans l'usure, vous pouvez vous retrouver dans une partition de fait. Et dans la partition, la conséquence de l'usure, c'est quoi? C'est que les Congolais, heureusement, pour la victoire... nous avons expliqué ce que c'est les scènes de Liesse, avec la victoire de Léopard. Mais il ne faudra pas que les Congolais qui sont à Goma et à Bukavu disent, mais enfin, nous sommes là avec l'administration de l'AFC et du M23, nous estimons que ça va, nous estimons que tout va bien et nous n'avons plus besoin de Kinshasa. Il ne faudra pas tomber dans ce piège-là. C'est ça la conséquence de l'usure. Et quand l'occupation se prolonge, se perpétue, c'est en défaveur de Kinshasa. L'M23 n'a rien à perdre. Il a les deux provinces. Non, les deux grandes villes de l'Est du pays. Non, il y a plusieurs territoires également. Vous avez Bunagana. Mais toutes les localités territoires ne sont pas passées sous contrôle au niveau de l'Ouganda. Il y a encore des territoires que la... Il y a des territoires encore dont la RDC a le contrôle. Justement, Beni Boutembo par exemple. Oui, mais Ovira aussi, dans le sud Kivu. Mais c'est dire qu'ils ont deux grandes villes. Ils peuvent s'en contenter et rester là. Et les deux grandes villes, ce sont des pays. Quand vous prenez le pays à la dimension du Gabon, le Gabon, c'est quelle superficie, par exemple? Donc, il ne faut pas minimiser l'espace géographique qu'occupe le M23 aujourd'hui. Vous prenez l'accès humanitaire, par exemple. On a parlé de la réouverture de l'aéroport de Goma. L'accès humanitaire n'est que la crise humanitaire n'est que la conséquence de la crise sécuritaire. La meilleure façon de résoudre la crise humanitaire, c'est de terminer une fois pour toutes avec la crise sécuritaire. C'est pas de chercher comment on va réouvrir l'aéroport de Goma et qui va gérer l'aéroport de Goma. Le M23 est en train d'occuper la zone. C'est un détail superflu. Donc, les 8 protocoles vont encore nous prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et tout ça pourquoi? Tout ça parce que il y a un problème d'intelligence. Et quand on parle de l'intelligence, l'autre synonyme d'intelligence, c'est la stratégie. Il y a un problème de stratégie. Quelle est la stratégie que l'on met en place pour gérer la crise? Vous savez, le président de la République est parti à Belém au Brésil. Moi, j'ai eu un peu honte. Quand le président de la République prend la parole devant les compatriotes, les Congolais de la diaspora au Brésil, il annonce la fin du processus de Doha. Bientôt, ce que vous avez appris qui se passe à Doha, bientôt, on va nous envoyer des invitations officielles par les Américains et nous irons signer officiellement là-bas. Vous savez, il aurait dû attendre. Pourquoi? Parce que dans la diplomatie, il y a ce qu'on appelle la duplicité diplomatique. Vous dites une chose le matin, vous faites le contraire le soir. Si le président de la République connaît la duplicité diplomatique, il ne peut pas se livrer directement, aller dire aux Congolais du Brésil que non, nous allons bientôt terminer. Regardez ce qui se passe. Il fait son discours un jour, 2 jours après, Kagame sort, il rejette l'accord de Washington. C'est une douche froide. C'est une douche froide. Est-ce qu'avons-nous retenu la leçon? Le président de la République aurait dû s'entretenir avec les Congolais du Brésil, leur dire par exemple, chers Congolais, regardez, notre pays est occupé, nous sommes en train de nous battre, vous tous là où vous êtes,
soyez prêts, battons-nous pour récupérer nos deux provinces. Ils pouvaient même se limiter là, au lieu d'annoncer une fin qui n'en est pas une. Alors que nous avons un accord cadre qui ne nous a même pas avancé, qui nous a reculé. Vous savez, quand j'étais encore petit, mon père était d'élu d'EPS. Ils nous ont tellement habitués, hein, à l'époque de l'opposition, Étienne Tshisekedi, Mobutu. Ils nous ont tellement habitués avec ce qu'on appelle aujourd'hui les Kadjoucha. Les Kadjoucha. On nous a habitués avec les Kadjoucha. Vous savez, les Kadjoucha de l'époque, c'était quoi? Chaque fois qu'un diplomate américain quitte les États-Unis pour ici, chaque fois qu'un diplomate américain quittait les États-Unis pour Kinshasa, on nous disait quoi? On nous disait ceci. On nous disait quoi? On nous disait, les Américains ont envoyé quelqu'un pour dire à Mobutu de laisser les pouvoirs à Étienne Tshisekedi. Et puis on vous le dit à voix basse, comme si c'était un secret. Et puis nous... Et ce n'était que de légendes urbaines qu'on racontait. Nous, on était contents. On va laisser le pouvoir à Mobutu. Parce que l'Amérique a envoyé. C'est pratiquement ce que le président dit au Brésil. On va bientôt nous envoyer... On va bientôt nous envoyer les invitations aux États-Unis. Nous irons signer l'accord de paix. C'est pratiquement une attitude qui nourrit le paternalisme. Je vais terminer par quelque chose, je t'avais prévenu, mon frère. Dans ce qui se passe dans l'Est, il y a la juxtaposition des intérêts. Le Rwanda a ses intérêts, qui sont connus de tous. Hein, les visées expansionnistes. Les Congolais qui sont dans l'AFC du M23, ils ont leurs intérêts, qui sont de plus en plus politiques. C'est là que je vais rejoindre Thierry. Thierry qui a parlé qu'il fallait un corridor sécurisé pour approcher le pouvoir des Congolais qui sont dans la M23. C'est à ce niveau qu'il faut des actions calculées. C'est là qu'il y a l'intelligence, ce que j'appelle la stratégie. Des actions calculées. Lorsque vous identifiez les intérêts des Congolais, les Congolais, ils ne se battent pas pour la balkanisation de la RDC. Non. Ils se battent pour le pouvoir. Malheureusement pour eux, je suis désolé, malheureusement pour les Congolais qui sont dans l'AFC, dans le M23, ils ont un allié expansionniste. Un allié qui a d'autres intérêts qui sont expansionnistes. Maintenant, le pouvoir qui gère la crise devrait faire quoi? Il identifie les Congolais qui sont dans l'AFC et l'M23. Il identifie leurs intérêts qui sont essentiellement politiques. Il dit non, il faut couper les cordons entre les Congolais et la puissance militaire étrangère qui les soutient. C'est à ce niveau-là qu'il a parlé du corridor sécurisé pour rapprocher les Congolais. À ce moment-là, vous menez des actions qui sont calculées. Une action A qui peut susciter la réaction B et la réaction B peut permettre la manœuvre C. À ces moments-là, vous ne pouvez pas ouvrir un procès. On n'y arrive pas. Vous ne pouvez pas ouvrir un procès contre un ancien président. C'est pas parce que Kinshasa a son agenda aussi. Si vous avez une action calculée, vous ne pouvez pas ouvrir un procès contre un ancien président de la République. Vous allez identifier les mobiles politiques de Corneille Nangaa parce qu'il est le coordonnateur officiel de l'AFC. Il veut le pouvoir. Comment le rapprocher? À ce moment-là, vous revenez vers lui et avec ce corridor, mais malheureusement, le président de la République est dans ce que j'appelle les deux défis qui l'empêchent d'avancer. Il a les deux défis. Le premier défi, c'est qu'il veut sauver le pays du Rwanda. Le deuxième défi, c'est qu'il veut sauver son propre pouvoir. Il veut sauver son propre pouvoir de Corneille Nangaa, de Joseph Kabila et de tous les autres opposants politiques, armés et non armés. Et le deuxième défi lié au salut de son pouvoir brouille sa lecture. Ça brouille sa lecture, ça l'empêche de prendre les vraies décisions. Par exemple, pour rapprocher ces gens, organisons un dialogue. Coupons les cordons ombilicaux qui vous lient au Rwanda. Revenons, comme ça faisons bloc, ainsi de suite. Et je vais terminer par ce qu'il a dit par rapport à l'identité des Banyamulenge, ainsi de suite. C'est là qu'effectivement, il y a un problème. Quand vous rentrez dans ce qui se passe, je reçois beaucoup de témoignages de gens qui ont vécu à l'Est, qui disent, mais c'est Banyamulenge là, mais nous étions avec eux, nous vivions avec eux, mais ils ne se comportaient pas comme ça, mais pourquoi est-ce qu'ils changent? Il y a aussi de la manipulation du côté rwandais. Oui. Rappelez-vous que le Rwanda nous agresse avec 3 prétextes fallacieux. Et parmi ces 3 prétextes fallacieux, il y a cette défense de la minorité Tutsi. Et nous tombons dans le Trakena. Il y a ça, justement. Mais le problème, c'est que la minorité en question, comment se comporte-t-elle? Son cordon ombilical est-elle lié au Rwanda ou à la RDC? Merci beaucoup. C'est là tout le problème. Merci beaucoup, Ambroise. Malheureusement, on a pris il y a beaucoup de choses. Deux petits mots je vous reviens. Sur ce point-là, juste accordez-moi 2 petits mots.
Je pensais qu'Ambroise, quand il a parlé des Wazalendo, il devait toucher au nœud du problème. Les Wazalendo ne sont pas considérés à Doha. Et ça reste une épine sous le pied du Kinshasa. C'est une épine. Le phénomène Bakata Katanga, ça va se répercuter sur le phénomène Wazalendo. Les Bakata Katanga Comment cela a été résolu d'abord? Les Bakata Katanga viennent de la force d'autodéfense populaire créée par Mosé. La jeunesse katangaise, même celle de Maniema, même ici à Kinshasa, il y avait des femmes, même dans le Kasaï. Mais à plus de 70%, c'est la jeunesse du Boulouba qui avait adhéré. Alors, quand on est passé au processus qu'on adhère DDR, qu'on vient de voir, on vient de voir l'accord cadre DDR, dans les DDR, on ne prévoit pas le désarmement des Wazalendo. On prévoit le désarmement de quelle force alors? On ne précise pas. Or, nous étions dans le DDR, nous sommes passés dans le DDR. Ensuite nous avons passé mais aujourd'hui nous sommes dans le PDCRS, quelque chose comme ça. À Doha, on n'est pas dans le PD. On est dans les DDR. Donc on est rentré dans ce que les Blancs nous avaient amené en 2004. Après qu'on adhère, on passe dans le DDR. Or, les Wazalendo ne sont pas dans cette logique-là. Et quand vous voyez l'armement des Wazalendo, certes, on soupçonne que le pouvoir congolais donne les armes, les autres disent que les Wazalendo récupèrent les armes de l'ennemi. Ça dit que nous avons une multiplicité d'armes incontrôlées. Devrions-nous déjà conjuguer avec les VDP Wazalendo maintenant, qui n'ont pas une chaîne de commandement comme la force d'autodéfense populaire? Qu'en sera-t-il dès lors que, les Nanga acceptent de signer avec le gouvernement? Que deviennent les Wazalendo dans ce processus de désarmement et qui va les désarmer? Est-ce que c'est le gouvernement lui-même? Est-ce que ça sera une force mutualisée pour les désarmer? Quand nous sommes allés à Sun City, on a parlé des forces d'autodéfense populaire. Et l'autre fois, la composante des forces d'autodéfense populaire qu'on avait convertie en Mai Mai Katanga avait le gouvernorat de province. Ça dit qu'à partir des accords de Doha, les Mai Mai Katangais ont pris le gouvernorat de province et certains postes militaires. Tout était déjà calculé. Mais ici, les VDP, on ne dit rien sur leur sort dans... Une minute, c'est bon. Je vous retiens. On va d'abord suivre ceci. On va recourir à la régie qui va nous proposer ces images de l'inspection générale des finances qui a tenu le 14 novembre dernier une première réunion stratégique avec les délégations de 3 grandes régies financières dont la DGDA, la DGRAD et aussi la DGI, présidée par le nouveau chef des services, Christophe Bitassi-Moua Bahili. Cette rencontre vient donc viser à renforcer la collaboration, évaluer l'encadrement de l'IGF et engager un échange franc sur l'optimisation de la mobilisation des recettes publiques et la lutte contre la réception en images. Suivez ceci. La nouvelle équipe de l'inspection générale de finances, installée depuis 4 mois, ratisse large. Depuis son arrivée à la tête de ce service, le patron de l'IGF multiplie des contacts avec tous les partenaires pour s'assurer qu'aucun détail n'échappe à la nouvelle vision managériale de ces services rattachés au président de la République. Christophe Bitassi-Moua a, cette fois-ci, échangé avec les responsables des régies financières, dont ceux de la Direction générale des impôts, de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires et domaniales, ainsi que ceux de la Direction générale des douanes et accises. L'évaluation du travail continu de l'IGF depuis 3 ans dans ces entreprises du portefeuille de l'État, la révision des constats faits par les équipes de l'IGF en mission jusqu'à ces jours, voilà l'essentiel des échanges, comme l'ont rappelé d'abord l'inspecteur général des finances, chef de service et les autres chefs des délégations. Aujourd'hui, il était
d'abord une réunion de prise de contact, mais en même temps une réunion d'évaluation de ce travail de l'IGF au sein des CRJ. Nous avons échangé sur les constatations saillantes de l'IGF et l'IGF a formulé aussi des recommandations. Nous allons attendre les réponses formelles des régies financières pour que nous puissions mettre ensemble un programme d'action afin d'améliorer la mobilisation de recettes. Nous avons pris connaissance par la voie de l'inspecteur général des services de toutes les constatations qui sont faites au niveau de cette mission d'encadrement et bien sûr des recommandations qui ont été formulées. Et notre devoir aujourd'hui, c'est d'apprécier la pertinence de ces observations et de pouvoir en interne apporter des mesures correctrices. Et nous avons profité de l'occasion pour passer en revue certaines constatations que les inspecteurs généraux des finances ont pu constater auprès des régies financières. Et à cette occasion, l'inspecteur général chef des services a promis de convoquer une nouvelle séance de travail au cours de laquelle nous allons devoir réfléchir ensemble sur les stratégies communes de la mobilisation accrue des recettes publiques de l'État. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la collaboration qui existe entre l'IGF et les entités qui ont la mission de mobiliser les recettes pour le pays afin de réaliser les programmes d'action gouvernementale. Cette journée d'échange, conduite par l'inspecteur général de finances, chef de service Christophe Bitassimwa, a connu la participation de l'inspecteur général des finances adjoint Emmanuel Chibingu, ainsi que d'autres inspecteurs généraux des finances, chefs de brigade de contrôle. Sur ce plateau pour clôturer les débats avec l'éminence grise sur ces plateaux. On a donc eu un réel plaisir de vous proposer ce casting avec Réni Ambroise Mamba, journaliste, éditorialiste et chercheur en sciences politiques, et Thierry Mukelekele. Chacun de vous aura donc un mot pour conclure. Je commence par Thierry Mukelekele. Vous avez ouvert les débats, il va le clôturer. Quelle lecture vous faites à cette disposition contenue dans l'accord cadre quand on dit que les partis doivent reconnaître donc qu'une paix durable ne peut être obtenue par des moyens militaires, mais par la reconnaissance et la résolution de causes profondes du conflit. Est-ce qu'on est prêt, ou toutes les parties sont-elles prêtes à s'y engager? Aucune partie ne va s'engager dans ce qu'ils ont écrit, parce que c'est impossible. Le président de la République, qui a l'autorité constitutionnelle, s'est laissé remorquer par des gens qui l'ont amené dans ça. Comme par exemple qui? Son équipe. Washington. Son équipe, parce que ce n'est pas Washington qui devait décider pour nous. C'est pourquoi moi je vous ai parlé. Mais qu'a bien fait la présence de Massad Boulos dans... Écoutez, notre erreur, c'est d'avoir pensé qu'en amenant la stratégie économique, nous allions avoir directement Washington. Non. Que font les Américains d'habitude? Quand ils veulent faire quelque chose, ils ont des équipes sur terrain. Vous avez plusieurs sociétés. Des sociétés brassicoles, des sociétés qui sont dans la cigarette et tout. Ce sont leurs équipes de terrain. Ils font ce que nous appelons en monde musical les coaliseurs. Que dit le Congolais de la rue par rapport à cette question? On a posé la question à l'est du pays. On nous a posé, nous, dans le Katanga. Sur le plan économique, je ne vois pas un seul Congolais qui était d'accord que les Américains viennent nous faire ce qu'ils font d'habitude. Et eux, ils savent. C'est pourquoi ils sont revenus chez Tshisekedi pour lui dire que bon, nous signons, mais il faut parler en interne. Ça n'a rien à voir avec Kabila, Moïse Katumbi. Non, non. Eux-mêmes sont sur le terrain. Macron, quand il vous dit la situation sécuritaire humanitaire, les Français sont sur le terrain. Ils sont en train d'étudier et d'analyser. Quelle est notre part par rapport au marché d'armement? Les Américains vendent les armes,
Les autres, vous avez vu, ont vendu les drones chez nous. Et puis, à un moment, on entend que l'AFC a des batteries anti-aériennes. On commence à taper sur nos drones. Qui aurait vendu à l'AFC les batteries là qui peuvent atteindre les drones? Toujours les mêmes vendeurs de chez nous. Ça dit que c'est un marché des dupes. Et nous sommes en train de nous plonger dans ce marché des dupes. C'est pourquoi j'ai demandé au chef, Zela Mokuse Yangoyo, ouvrez un corridor sécurisé. Et avançons. Si nous n'avançons pas dans ce sens-là, nous sommes en train d'aller dans ce qu'on appelle une zone tampon. Elle a existé avec la MONUC, Mission des Nations Unies au Congo. Quand ils ont constaté que vers les 2011, nous allons nous mettre d'accord, ils ont créé la Mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo. Les Congolais sont déjà dans un cycle électoral. Ils veulent faire le deuxième cycle électoral. Vous allez maintenant arrêter la mission des Nations Unies au Congo pour créer une autre mission pour la stabilisation. C'est-à-dire que vous savez déjà que le Congo sera dans l'instabilité. Vous comprenez? Conséquence? Conséquence, c'est que nous offrons aux Américains un plateau d'instabilité qui s'alimente maintenant. Et dont ils vont tirer profit. Ils vont tirer profit. Si l'ONU, qui est par la MONUSCO en Ituri et à Beni, ne serait pas mise à profit pour créer la zone tampon, c'est-à-dire demander à l'AFC de ne pas prendre Ituri, de se limiter là-bas, ça dit que la zone tampon partirait de Ituri jusqu'à vers le Maniema. Donc cette partie-là sera pour l'AFC, M23, et nous resterons ici. Et dites-moi, si jamais nous tombons dans cette erreur-là, les systèmes des Nations Unies ne quittent pas facilement. L'Afghanistan, on en a pris 20 ans pour que les mêmes Américains repartent. Donc, évitons cette erreur, rentrons dans nous-mêmes, ayons l'esprit du pardon et de la réconciliation. Ceux-là qui ont tapé sur le père de Joseph Kabila, ils l'ont tué. Kabila a été avec eux en face. Ils ont conjugué. Il a quitté le pouvoir et les mêmes gens sont avec le président de la République. Ce sont les mêmes gens qui déconseillent au chef de l'État de parler avec les autres. On a tenté de faire un procès. Vous savez, les gens oublient, hein, c'est Moïse Katumbi qui devait passer en procès avant Kabila. Vous oubliez? La question Moulonde, la piste Moulonde. Or, ils n'ont pas cessé de pourchasser Moïse, même si on accuse Christian d'avoir fait des beaux yeux à l'Union sacrée avec sa présence là-bas. Mais eux, ils n'ont pas lâché Moïse Katumbi parce que c'est un élément contraignant par rapport à leur devenir politique. Donc ne nous étonnons pas qu'un matin, on trouve Moïse, je ne sais pas devant quelle cour, alors qu'on dit que non, Moïse s'était retiré, il ne parle plus. Il a refusé même d'aller dans Sauvons le Congo. Mais comment est-ce qu'on lui fait le procès? Ce sont des trucs qui étaient déjà mis en jachère et qu'on va ressusciter. Donc Doha n'est qu'une partie de l'iceberg. Bientôt, les autres espaces, le Bandundu, le Congo central, le Katanga, même dans le Kasaï, il y aura des revendications qui permettraient maintenant aux Blancs de bien nous gérer dans la séquestration de la République démocratique du Congo. Vraiment. Il faut vraiment y veiller. Il faut donc des plateaux du genre pour éveiller la conscience nationale et veiller au grand de notre cher beau pays. Vous avez une minute pour conclure rapidement. Je voudrais terminer par ceci. Vous avez vu que ça traînait. Les négociations de Doha ont tellement traîné. Pourquoi ça traîne? L'AFC et l'M23, qui étaient qualifiés des pantins des supplétifs par le pouvoir en place, sont désormais en train de discuter avec le gouvernement congolais. Ils sont mis au même pied. Ils sont dans une alliance officielle avec le Rwanda. Hein, ils considèrent le Rwanda comme un partenaire. J'ai parlé tout à l'heure de la juxtaposition des intérêts. Le Rwanda, ses intérêts, l'AFC et l'M23, leurs intérêts. Quand vous prenez Corneille Nangaa, par exemple, lui, de l'AFC, lorsque Bunagana est tombé, il était encore à Kinshasa. Il était encore à Kinshasa en train de parfaire la sortie officielle de son propre parti. C'est après. Mais la guerre avait déjà éclaté. Bunagana était déjà tombé. C'est-à-dire que
il y a des Congolais qui sont dans cette coalition rebelle avec leurs intérêts qui sont essentiellement politiques. Le Rwanda a ses intérêts qui sont expansionnistes, mais en se servant des prétextes. Alors, mais pourquoi ça traîne? Ça traîne pourquoi? Parce que l'alliance qu'il y a entre l'AFC et l'M23, ainsi que le Rwanda, est tellement forte. Le Rwanda, c'est lui qui détient la puissance militaire. Et il soumet l'AFC et l'M23 à son dictat, en quelque sorte. Et il fait de l'AFC et l'M23 comme un proxy. Et quand l'AFC et l'M23 devient un proxy, au niveau des discussions de Doha, ça ne peut que traîner. Ça ne peut que traîner. Pourquoi? Parce que vous avez des revendications. Au lieu que les revendications de l'AFC et du M23 soient nationalistes, elles deviennent collaborationnistes. Au lieu que ces revendications soient nationalistes, elles deviennent collaborationnistes. Pourquoi elles sont collaborationnistes? Parce qu'il faut toujours, d'une manière ou d'une autre, nourrir les intérêts de la puissance militaire qui nous soutient. C'est pourquoi ça traîne. Quand vous voyez, on parle de Banyamulenge, de la minorité, ainsi de suite. Parce que le Rwanda utilise toujours cet aspect des choses pour avoir un œil sur la RDC, que donc faire? Gérer le pays, ainsi de suite. C'est pourquoi je me suis toujours posé la question de savoir, un Congolais qui est à l'AFC et l'M23 ne devrait pas avoir des revendications collaborationnistes. Il devrait avoir des revendications nationalistes. C'est quoi vos intérêts? Vous êtes AFC, vous êtes M23, vous êtes Congolais. C'est quoi vos intérêts? Qu'est-ce que vous voulez du pouvoir? Qu'est-ce que vous voulez que Kinshasa vous donne? Et ce que vous réclamez ne doit pas nourrir un pays, les intérêts d'un pays voisin. Ça doit nourrir que les intérêts de votre pays. Mais dans la COCAD, c'est le cas? Non. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Ça nourrit d'une manière ou d'une autre les intérêts du pays voisin. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de soumission entre la coalition rebelle et la puissance militaire étrangère qui les a soutenus et qui les a aidés. C'est là qu'effectivement il y a un problème. C'est là qu'ils doivent être interpellés pour qu'ils reviennent au corridor sécurisé pour se rapprocher. Parlons Congo. N'allons pas avec des revendications collaborationnistes. Allons-y avec des revendications nationalistes. Parce que si vous y allez avec des revendications collaborationnistes, vous allez mettre ça sur papier, ça sera un boulevard vert, un boulevard ouvert pour la même puissance militaire étrangère de continuer à déranger le Congo après 20 ans, après 30 ans, après 40 ans. Et nous avons été désarticulés depuis très longtemps. Il ne faudra pas rééditer l'exploit. Merci beaucoup. Et le parrain va beaucoup bénéficier. La voie est tracée. Il faudra donc de l'intelligence stratégique pour prêter les mots d'Ambroise Mamba. Pour en tout cas colmater les brèches et sortir de cette impasse diplomatique et même sécuritaire. Je crois que vous avez suivi la contribution d'Ambroise Mamba. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci à vous Thierry Mukelekele d'être venu. Nous vous retrouvons toujours pertinent. Un peu plus tard avec la même dose de plaisir. Bon début d'après-midi sur votre chaîne Politico RDC qui vous revient dans un instant avec d'autres contenus. Merci et à tout à l'heure mesdames, tout à l'heure messieurs. Inch'Allah.